On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'ateliers conférences pour les parents concernant l'intimidation et la violence dans nos écoles. Mais d'abord, parlons de la planification stratégique pour les 5 prochaines années à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Pour une organisation de l'ampleur d'une ville, d'un centre de santé ou encore d'une commission scolaire, effectuer ce qu'on appelle la planification stratégique, c'est crucial. C'est important pour établir les enjeux, les priorités, les objectifs. Cette fois, c'est au tour de la commission scolaire des Hautes-Rivières de déposer sa planification stratégique pour les 5 prochaines années. 2 invités pour nous en parler. D'abord, la présidente André Bouchard. Bonsoir. Bonsoir, M. Latour. De même que le directeur général Éric Blackburn. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça me fait plaisir. C'est important, la planification. C'est aussi très important de la communiquer correctement parce que c'est un exercice qui est assez long, qui peut paraître complexe. Au final, on résume tout ça ici, d'ailleurs, dans un beau petit cahier que vous nous avez amené. Parlez-nous peut-être d'abord, Mme Bouchard, de la différence entre l'ancienne planification stratégique et celle qui s'en vient pour les 5 prochaines années. C'est quoi la grosse différence? La grosse différence, évidemment, on n'a pas jeté l'ancienne planification stratégique par-dessus bord. Il y a des choses qui se faisaient très correctement, puis qu'on va continuer de faire, puis qu'on va diffuser. Maintenant, ce qu'on a décidé de faire avec cette planification stratégique-là, vous dites ça tient dans un cahier, ça tient dans une feuille 8,5 par 11 recto-verso. On a décidé de ramasser nos orientations puis nos enjeux. De plus, cette fois-ci, c'est une approche qui est émergente parce qu'il y a eu une vaste consultation à laquelle ont répondu plus de 16 000 personnes. Donc, ce que ça signifie, c'est que la planification stratégique est assise sur les besoins du milieu, sur des enjeux qui ont été nommés. Bon. En même temps, on le sait, la commission scolaire a vécu un changement de direction avec votre arrivée. Donc, ça fait plus d'1 an maintenant, je parle de ça. Plus d'1 an que vous êtes en poste. Je présume que pour le directeur général qui veut aussi imposer une direction au sein de l'entreprise, mais au sein de l'organisation, les cadres, les enseignants, les directions d'école, c'est un moment important aussi pour vous de pouvoir implanter cette nouvelle vision. Bien, tout à fait. Écoutez, puis l'année passée a été pour moi une année quand même déterminante sur le plan stratégique parce que j'ai pris le temps aussi d'aller rencontrer l'ensemble du personnel dans chacune des écoles. Il y a quand même une 50aine d'établissements sur le territoire de la commission scolaire, là, c'est 23 municipalités. Et au-delà de ces rencontres-là, ça m'a permis d'aller goûter, sentir, entendre les préoccupations des gens sur le terrain, au-delà des consultations qui ont été faites sur une base officielle. Ça, c'est la première chose que je me suis obligé à faire, mais avec beaucoup de plaisir, là, dans la première année. En parallèle à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris soin d'harmoniser nos pratiques dans chacun des établissements en s'assurant de mettre à jour le portrait de situation des écoles. Ça, le portrait, c'est dire qui sont nos élèves, dans quel environnement ils sont, c'est quoi le contexte, les enjeux, les défis, les vulnérabilités, et de ça a émergé les besoins, des besoins des élèves, les priorités qu'on retrouve ici dans une page, on en rit un peu, mais qui tient sur une page maintenant dans notre plan stratégique. Question un peu comparative, vous qui avez dirigé une commission scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qui vous a surpris, étonné de votre tournée là, des établissements? Au Québec, je crois que peu importe le territoire où on se retrouve, il y a des éléments qu'on retrouve qui sont à peu près partout semblables. Il y a des écarts importants entre certains milieux qui sont plus favorisés, défavorisés. Quand on parle de défavorisation, on retrouve les mêmes caractéristiques, etc. Ce qui est particulier à la région du territoire de la commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est quand même un niveau de défavorisation important. L'étendue est très, très grande, c'est 1500 km² de territoire, et de rallier l'ensemble des besoins des élèves en fonction de ces écarts-là, c'est quand même un défi important quand on regarde la situation socio-économique générale de notre environnement. Bon, on le sait, une fois qu'on a fait un peu la liste la liste d'épicerie, et je présume que chaque directeur d'école a dû prendre le soin de vous dire, bien, ça nous prendrait ça, ça nous prendrait ça, ça nous prendrait ça. Il y a la donne financière qui est hyper importante. On le sait, on a un changement de gouvernement à Québec qui veut, dit-on, reprendre le contrôle des finances publiques. Durant les dernières élections aussi, on a remis en cause l'existence même des commissions scolaires. Comment vivez-vous au travers ça? Parce qu'on a beau dire qu'on peut faire des choses sans que ça coûte des sous, mais ultimement, il y a des besoins qui coûtent des sous. Comment on réussit à rallier les deux? C'est sûr que faire l'école, ça coûte des sous.
Puis je trouve que ces dernières années, ça a beaucoup été canalisé sur la question de la taxation scolaire. Je pense qu'on entend beaucoup parler de ça. Mais considérant le fait qu'on a vécu une décroissance importante à la commission scolaire des Hautes-Rivières, puis aussi, comme toutes les autres commissions scolaires, des compressions, c'est un peu pour ça que notre planification stratégique, elle est plus simple. C'est-à-dire que dorénavant, toutes les actions qu'on va poser à la commission scolaire, puis ça, que ce soit du conseil des commissaires, au directeur de service, au directeur d'école, à l'enseignant, jusqu'au personnel de soutien, le professionnel, c'est est-ce que ça va aider la réussite des élèves? C'est vraiment à ça qu'on veut se rattacher. Alors, c'est pour ça que, évidemment, des compressions, on en a eu. On a eu des choix à faire. On a fait des choix difficiles, mais évidemment, mais on va laisser à chaque école le loisir de, avec le portrait de situation de son milieu, de choisir les actions qui vont aider ses élèves. M. Blackburn, comment on vend ça aux directions d'école, de dire voici ce qu'on veut, mais en passant, je n'ai pas d'argent pour toi. Comment on vend ça aux directions d'école? Le pas d'argent pour toi, dans le fond, c'est juste, si on veut avoir des résultats différents, il faut penser puis faire différemment. Hein? Et avec un plan stratégique, avec les caractéristiques de celui-ci, c'est qu'on va mettre nos priorités budgétaires autour du plan stratégique. Autour du plan stratégique. Alors, à la grande différence près, c'est que les choix budgétaires qui sont faits maintenant, ce qu'on s'est dit, on va se donner les moyens de nos ambitions. Donc, on a revu nos normes et modalités de répartition de ressources. On a ramené nos priorités à l'intérieur de 5 grands volets autour desquels tout le monde est d'accord. Ouais. Puis, c'est ça qu'on va financer. On va arrêter, excusez l'expression, d'en gratter large comme ça. Quand on a moins de ressources... Vous allez recentrer, c'est ça. Quand on a moins de ressources, qu'on a moins de moyens, on se ramène, puis ce qu'on a, on va le concentrer dans les actions les plus structurantes, celles qui vont donner les meilleurs résultats, où on a le plus de chances de réussir. Et c'est ça que les portraits nous ont donné comme information. L'orientation numéro 1, sans surprise, c'est d'augmenter le taux de réussite et de persévérance à tous les élèves. Mais je constate, au-delà du taux de diplomation, de la persévérance ou de la transition scolaire, ce que vous appelez, je ne sais pas si c'est la première fois que moi je le vois, mais on parle de la réussite des garçons, augmenter le niveau de réussite chez les garçons. Ouais. Est-ce que c'est nouveau à la commission scolaire de dire, là, on va mettre plus d'efforts là-dessus? C'est pas nécessairement nouveau. C'était à vitesse variable dans les milieux, mais maintenant, c'est nommé. Alors, ça veut dire qu'en bout d'exercice, on va être capable de l'évaluer. Puis il faut faire ça, évidemment, en n'oubliant pas les filles, là. Tout à fait. Ça fait partie d'un ensemble. Et comment on y arrive, M. Blackburn? La stratégie derrière ça, c'est qu'on est dans un contexte là, de gestion axée sur des résultats. Donc, on a des cibles qu'on s'est fixées. Et pour atteindre ces cibles-là, évidemment, ça prend des actions qu'on va être capable de mesurer, réguler, faire en sorte qu'on puisse s'ajuster en cours de route et qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est suivis. Et pourquoi on parle des garçons? Parce qu'on sait que la réussite des garçons, les taux de réussite des garçons, c'est là où, provincialement, là, on a le plus de défis. Donc, l'idée étant, si je mets davantage mes énergies, il faut être stratégique, sur les garçons, sans oublier les filles, comme disait Mme Bouchard, les conséquences en termes de résultats, en termes de performance, entre guillemets, sont plus importantes. Donc, la réussite d'un garçon a un pourcentage relatif, un poids relatif plus important que la réussite d'une fille. Là, ça peut être quoi, exemple, une action particulière qu'on peut faire qui peut accentuer la réussite? Une action particulière, ça peut être, par exemple, de concentrer davantage les choix qu'on va faire au niveau des activités sur le plan de la lecture, d'avoir des lectures où les garçons se retrouvent un peu plus. Sans faire en sorte, avant, c'était très général, hein, on avait un répertoire qui était adressé à tout le monde, mais là, on va faire un effort supplémentaire pour s'assurer que ce qu'on va faire en lecture, on va intéresser davantage les garçons. Et là, je fais une pierre deux coups. La lecture, c'est un des axes qui est le plus important sur lequel il faut travailler. Et si je le travaille avec les garçons, bien, je viens de faire exploser mes chances d'augmenter mes taux de réussite pour mes élèves. Orientation numéro 2, c'est de favoriser le développement d'un environnement éducatif, donc les saines habitudes de vie, l'environnement technologique. Est-ce que vous allez acheter des iPads à tout le monde? Non, vous n'avez pas d'argent pour ça? On n'en est pas là, mais on a des TNI dans beaucoup d'écoles. Je pense qu'on a un parc informatique qui est très intéressant. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est former le personnel davantage pour ça, puis se servir de la technologie comme d'un levier pour la réussite. Parce qu'on sait que nos jeunes
arrivent à l'école maintenant et ils sont déjà technologiques. Ça ne serait pas plus économique parfois de se dire si tout le monde avait une tablette plutôt que d'avoir des livres et des livres et des livres? Je ne sais pas, ultimement, je ne sais pas si le ministère a déjà fait le calcul, mais... Oui, bien, il y a des travaux qui se font, mais il faut se rappeler que le défi technologique d'aujourd'hui, hein, quand on pense aux enfants qui rentrent à l'école, que le souvenir le plus lointain qu'ils vont avoir de la technologie, ça va être l'iPhone 6. Tout à fait. Hein? On ne part pas du... Nous, c'était les téléphones à roulette. On part pas de la télévision. Ou les télécommandes avec un de la fil. télévision à lampe, là, on parle d'iPhone 6. Eux, ils commencent ici. Donc, pour l'école, évidemment, c'est un enjeu important. Le gouvernement le sait. Ils ont investi quand même des sommes importantes pour nous permettre d'installer des tableaux numériques à l'intérieur de chacune des classes. On en a beaucoup de faits. Il en reste encore à faire. On a la majorité de nos enseignants qui ont maintenant un ordinateur portable entre les mains. Dans notre planification, on achève de livrer, de faire ce chantier-là également. Donc, sur le plan technologique, ce qu'on a fait surtout à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est de ramener l'état des équipements dans chacun des milieux à un niveau comparable. Ouais. On s'est assuré que dans les milieux les plus pauvres, on ait autant d'équipements technologiques avec la même qualité que dans les environnements les plus aisés. Donc, c'est pas le financement de l'école qui fait qu'on est équipé ou pas. Comparativement, on est rendu à 70 de l'atteinte de nos objectifs et à un niveau comparable sur l'ensemble du territoire. Dans l'orientation numéro 3, soutenir le développement professionnel de l'ensemble du personnel. Ouais. Et là, on fait un lien avec la technologie. On dit maîtrise de l'utilisation des technologies chez le personnel. Ouais. Est-ce que vous avez des enseignants qui sont un peu dinosaures? Bien, c'est pas... Vous me permettez? Oui, oui. C'est pas des dinosaures, mais effectivement, ouais. Quand on débarque avec des environnements technologiques nouveaux avec un déploiement à grande échelle, tout le monde n'est pas rendu à la même place. Parfois, c'est les élèves qui en apprennent aux profs. Donc, il faut déployer nos efforts pour être en mesure d'amener les gens là, à un niveau qui est pertinent, mais en lien avec les programmes de formation également. Peut-être qu'à cet effet-là, une commission scolaire, c'est comme le monde en général. Là. Dans les familles ou dans la société, il y a des gens qui sont très techno, puis il y en a qui sont très crayons. Tout à fait. Okay. Alors, ça met sa réalité. J'ai beau avoir des beaux équipements, si je ne suis pas capable d'utiliser, il va rester là. Il y a un objectif quand même qui me frappe, c'est le suivant. On dit dans la planification stratégique, augmenter le taux d'employés qui possèdent les connaissances nécessaires à une utilisation fonctionnelle des technologies dans le cadre de leurs fonctions, augmenter le taux d'employés qui bénéficient de mesures d'insertion professionnelle. Bref, quels sont les principaux enjeux à l'égard de votre personnel enseignant? Je dirais que on n'est pas différent des autres commissions scolaires. Il faut vraiment accompagner notre personnel pour le retenir en emploi. On sait que, même au niveau national, les enseignants arrivent sur le marché du travail, puis des fois, la tâche peut être difficile. Alors, depuis quelques années, on a vraiment essayé d'axer sur le développement des compétences de tout le personnel. Puis il y a la question aussi, je pense, puis ça, c'est tout personnel confondu, qu'on soit enseignant, même les directeurs d'école, le personnel de soutien, les professionnels, il faut qu'ils soient bien accompagnés dans leurs tâches parce que le milieu éducatif, une commission scolaire, c'est très particulier et c'est dans ce sens-là qu'on dit, qu'on nomme cette orientation-là. Donc, si on résume, faire mieux avec moins, recentrer les efforts, mais également les budgets à l'égard des principaux enjeux que vous avez identifiés. Comme vous dites, là, ça tient sur une feuille 8,5-11 recto verso. La planification stratégique des 5 prochaines années, la commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est ça le portrait. Tout à fait. C'est ça le message aussi. Tout à fait. Notre carnet de commandes est ici. Message pour les élèves, pour les parents et pour le personnel. Le message qu'on porte avec l'ensemble des employés, dans le fond, qui qu'ils soient, c'est la question qu'on pourrait leur poser en toute transparence, c'est quoi ta contribution, toi, comme secrétaire, comme directeur, comme enseignant, à l'atteinte des objectifs pour nos élèves ici à la commission scolaire, dans ce plan-là. À vous deux, merci infiniment. Merci. Quelques instants pour dire que c'était votre dernière assemblée lundi dernier. C'est ça. La structure politique de la commission scolaire va changer parce que vous allez passer quoi de 21 à 10. À 10 commissaires? 10 plus un président. Donc, il y aura des élections à la présidence. Bref, ça va être un nouveau contexte. Absolument. Les élections sont pour quand? Le 2 novembre. On invite tout le monde à aller voter.
Puis ça amène surtout les gens à s'intéresser à ça. Absolument. Ouais. Puis j'aimerais conclure sur le plan stratégique que, oui, c'était la dernière séance du Conseil des commissaires. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'on a présenté ce plan stratégique-là, parce que c'est en quelque sorte l'héritage du Conseil des commissaires pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'intimidation et de violence à l'école. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé Bingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. On poursuit un peu dans le monde scolaire, cette fois pour vous parler d'intimidation, de violence. Il y a un atelier-conférence présenté le jeudi 9 octobre à 19h30 à l'auditorium de la Polyvalente Armand-Racicot à Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre invité pour en parler, il s'agit de Vincent Huard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Donc, Vincent Huard est directeur de l'école Pointe-Olivier à Saint-Mathias-sur-Richelieu, mais également porte-parole du comité intimidation-violence à la commission scolaire des Hautes-Rivières. Quelle importance ça prend maintenant dans le milieu scolaire? Certains diront que ça a toujours été important, mais on dirait que ça l'est davantage, peut-être parce qu'on a plus une attention particulière à l'égard du taxage et de tout ce qui vient avec. Il y a ça beaucoup. Depuis quelques années, en fait, le Québec a vécu des événements plus malheureux en lien avec ça qui ont fait sortir des souffrances individuelles, je crois. Nous, comme adultes, on a revécu certains éléments de notre propre passé comme parents quand on était, nous, à l'école. Ce faisant, le Québec s'est penché sur un problème qui était déjà quand même pris en charge relativement bien dans plusieurs écoles. Il y a des belles choses qui se faisaient dans les écoles, il y a des belles choses qui s'en font encore. Et donc, l'importance, elle est très réelle parce que les jeunes ont besoin, quand un jeune est en souffrance, on a besoin de l'aider. Et quand je parle de jeunes en souffrance, je ne parle pas juste d'un intimidateur ou d'un intimidé, je parle d'un témoin, je parle de l'ensemble d'une collectivité. À la Commission scolaire des Hautes-Rivières, il y a un comité local de violence qu'on appelle. Ce comité-là inclut plusieurs partenaires. Donc, oui, la Commission scolaire, mais aussi le service de police, ressources alternatives, le CLSC. On va s'adjoindre des gens qui travaillent aussi ensemble donc, sur la problématique. Et un de nos buts, via la conférence dont je viens parler ce soir, c'est de pouvoir parler aux parents. Parce que les parents, malheureusement, c'est normal dans le monde dans lequel on vit, on est un peu dépassé par la nouveauté, par la technologie. On est, nous, dans notre génération, on est des immigrants de la culture informatique. On a appris à travailler avec ça, les téléphones. Tout le monde a un téléphone, j'en ai un, vous en avez un. On peut difficilement s'en séparer, mais on le perçoit quand même comme un outil. Ça demeure qu'on est des immigrants de cette culture-là. Nos enfants, nos élèves sont nés dans cette culture-là. On veut faire prendre conscience aux parents de la différence de génération qu'on a avec nos propres enfants. Nos élèves de secondaire 5, ça va faire bizarre à dire, mais nos élèves de secondaire 5 à 16 ans, il y avait 3 ans le 11 septembre 2001. Eux autres, ça ne leur dit rien, cet événement-là. Concrètement, nous, ça a changé nos vies. Donc, de par cet exemple-là, ce que je veux illustrer, c'est qu'il y a une différence de perception par rapport aux médias et l'intimidation reliée aux médias sociaux, reliée à la technologie. Qui prend une importance plus grande. Parce qu'en même temps, certains diront, même à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents, que de la violence ou de l'intimidation ou du taxage, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours un peu. Et ça fait partie de l'être humain, je pense, de se hiérarchiser et de se placer en position de force ou de faiblesse. Au même titre, c'était très curieux parce que quand il y a eu les tristes événements en Gaspésie avec la jeune fille, j'ai questionné mes propres enfants qui étaient rendus au secondaire et qui m'ont dit, ben oui, père, on a eu de l'intimidation au primaire. C'est la première nouvelle que j'en ai. Peut-être parce que... Mais moi, je pense ultimement, là, est-ce que c'est pas le phénomène de la banalisation? Le jeune lui-même qui banalise, le parent qui banalise, ou même le directeur d'école qui dit « ben non, c'est peut-être pas si grave que ça ». Est-ce qu'on n'est pas dans une... Justement, quand on parle de perception, de troquer la banalisation peut-être justement par autre chose, là, par prendre ça moins à la légère? Bien, en fait,
suite aux événements en question, c'est le phénomène inverse qui s'est produit. Le fait que tout était rendu grave. Oui, c'est ça. Mais effectivement, de remettre les choses en contexte, mais surtout de nommer correctement les choses. L'intimidation, il y a un rapport de force. Donc, il faut être capable de le nommer, il faut être capable de bien le cerner. Et quand c'est bien fait, là, on le prend au sérieux. Il ne faut pas tomber dans le piège de banalisation parce que c'est sûr que c'est facile de dire « Ah, il n'y a rien là, on va passer à autre chose ». Quand un élève souffre, quand un élève a besoin, on a besoin de l'aider rapidement. Ça prend une réponse rapide. Les parents sont les meilleures personnes pour écouter leurs enfants, communiquer avec l'école, mais pour ça, il faut qu'ils soient outillés. Et je reviens à la conférence, on veut les outiller, on veut leur donner justement des réponses à des questions qui parfois n'ont même pas eu le temps eux-mêmes de se poser parce qu'ils n'en sont pas conscients. On va avoir dans notre conférence un spécialiste Facebook qui va venir répondre aux questions des parents. Comment je peux suivre mon jeune qui est sur Facebook avec ses millions d'amis? Comment je peux être capable de suivre un suivi et de tout dans la confiance de mon enfant pour être capable justement comme adulte d'avoir un certain contrôle, mais un contrôle comme on peut avoir avec un enfant, mais encore faut-il posséder le vocabulaire, posséder l'outil. Ouais. Donc, et comme parents, comme je disais, on est des immigrants de cette culture-là. Allons voir comment c'est fait. Mais visiblement, les médias sociaux prennent une importance capitale parce que c'est encore plus facile d'intimider quelqu'un à distance. Sous l'anonymat d'un clavier, d'un écran. Là. Et on disait que dans notre temps, il y en avait quand même, oui, mais quand on arrivait à la maison... Disons que c'est un moyen additionnel. Moi, je me rappelle de ma sœur, elle était au téléphone tous les soirs. Les ados ont besoin de communiquer. Quand j'étais petit, ma soeur était au téléphone à tous les soirs avec une personne. Ouais. Maintenant, on va chatter avec 30, 40, 50, 200. Donc, et moi, ce qui m'étonne encore un peu, c'est de voir, même des fois dans l'entourage, des parents qui s'intéressent peu ou pas à Facebook. Ah non, Facebook, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai dit à mes propres enfants, tu vas être sur Facebook à une condition. Tu vas être mon ami. Et voilà. Et voilà. Moi aussi, je vais être sur Facebook et tu vas être mon ami. C'est le premier pas, s'en détourner. Moi, je dis souvent à la demi-blague, laisser son enfant tout seul sur Internet, c'est comme le laisser jouer dans la rue. À peu près. Ça dépend du quartier où on reste, mais ça peut être bien dangereux. Donc, il faut être très vigilant comme parent. Ça dépend des amis. Ça dépend des amis, exactement, avec qui traînent. Donc, effectivement, Donc, les médias sociaux prennent une importance capitale et maintenant, il y a toute une balise légale autour de ça dont on commence à prendre conscience. Et ça aussi, on va former les parents ce soir-là. On va faire venir des policiers qui vont être présents, ainsi que M. Hamelin de Ressources alternatives pour expliquer un peu, légalement parlant, c'est quoi les tenants et aboutissants d'un adolescent? Parce que là, on voit des pubs passer, l'adolescent, les menottes, on fait peur, les gros yeux, mais ça reste qu'il y a quand même une balise légale autour de ça. Et ça aussi, les parents ont besoin de se le faire expliquer parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent à un moment donné. C'est important de savoir où se situer là-dedans. Et là, ils vont pouvoir poser des questions à des gens compétents dans la matière. Parce qu'ultimement, ça devient, dans le fond, l'objectif de cette soirée-là, oui, donner des outils afin que les parents eux-mêmes puissent faire une forme de dépistage pour voir si leurs propres enfants sont victimes d'intimidation, de violence. Exactement. Et c'est là le troisième, parce qu'il y a 3 petites conférences, et vous m'amenez exactement au sujet de la troisième. La première étant Facebook, la deuxième, les lois. La troisième étant justement comment dépister mon enfant. C'est une équipe en psychoéducation de la commission scolaire qui vont aller répondre aux questions. Comment dépister mon enfant, des signes que mon enfant est un intimidateur, oui, une victime, un témoin. L'intimidateur va chercher beaucoup de puissance dans les témoins, donc ne pas banaliser le fait d'être un témoin. Donc, comment aborder ces questions-là avec nos enfants et, le cas échéant, aller plus loin avec la direction de l'école ou autre, mais c'est important de faire ressortir les situations rapidement. Ça s'adresse aux parents autant du primaire que du secondaire? Du primaire, du secondaire, personnel des écoles aussi sont invités. C'est gratuit? C'est gratuit. Le comité de parents co-invite tout le monde aussi en même temps. L'auditorium de la polyvalente, c'est à peu près 300 quelques places, là, 400 à la grosse limite. Premier arrivé, premier servi, ou est-ce que les gens peuvent réserver? Premier arrivé, premier servi, en fait, nous, la conférence commence à 7h30. C'est un premier jet, c'est la première fois qu'on le laissait, donc on va voir... Ça peut être très populaire. Si ça l'est, en fait, c'est ça qu'on va se retourner de bord et on va répondre aux besoins. Le comité local de violence a pour mandat de rejoindre les parents. C'est un premier jet, on essaie de le faire. Si ça va bien, si la réponse est bonne, c'est certain qu'on ne va pas arrêter là. On va aller plus loin. On va se revirer de côté puis on va essayer de trouver... Là, vous êtes directeur d'une école primaire depuis 2 ans, mais auparavant, vous avez été directeur adjoint au secondaire à Marguerite-Bourgeois puis Euclide-Théberge à Marieville. C'est quoi la différence entre la violence, l'intimidation et le taxage entre une école primaire et secondaire? C'est une bonne question. Au secondaire, en fait,
Une des grandes différences, je l'ai dans ma poche ici. Vous avez ça dans votre poche? OK. Ça, c'est une grande différence. Ouais. Le contrôle, je vous dirais, les enfants, au secondaire, on va assister beaucoup plus à de l'intimidation de type non-verbal, mais moins violente. Ça peut paraître bizarre parce que dans notre tête, des fois, les adolescents sont peut-être plus violents, mais au secondaire, c'est plus insinueux. Les filles dans les amitiés au secondaire, les amitiés Facebook, on peut banaliser encore là en disant des chicanes de filles. Non, au secondaire, les filles sont dures entre elles, on le sait, au secondaire, c'est très intense. Au primaire, là, on va être plus dans le rapport de force, dans la hiérarchisation presque brute des enfants entre eux. On va se pousser dans le rang, je suis plus fort que toi. C'est vraiment c'est beaucoup plus primaire, justement, au premier sens du terme. Et tranquillement, au secondaire, ça se cristallise différemment. Au secondaire, les enfants ont peur de deux choses, l'humiliation, le rejet. Et c'est ce qu'on va tenter de provoquer en intimidant quelqu'un. Intimider, ça veut dire rendre timide. Et c'est ce qu'on va vouloir faire, mais on va utiliser beaucoup plus les témoins au secondaire. Alors qu'au primaire, c'est beaucoup du rapport 1 à 1. Jeudi 9 octobre, 19h30, à l'auditorium de la Polyvalente Arts-Martiaux, atelier conférence sur l'intimidation et la violence. Premier arrivé, premier servi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Au revoir. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Je suis convaincu que cette nouvelle-là va vous faire extrêmement plaisir. Vous savez qu'on n'arrête pas le progrès. Dorénavant, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, toutes les municipalités desservies par la Cour municipale commune, vous allez pouvoir payer vos constats d'infraction en ligne. Donc, c'est super agréable. Donc, si vous avez des amendes, des constats d'infraction, bien, au moins, vous allez pouvoir les payer en ligne, un peu comme on le fait dans d'autres municipalités au Québec. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu qui résume les travaux du conseil municipal. Vous avez la grille horaire à l'écran. N'oubliez pas le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct au câble 9 avec 3 500 $ en prix. Il y aura une exception pour la 100e de Télébingo le dimanche 5 octobre. On va grimper la cagnotte à 4 000. Autrement dit, la carte pleine sera à 2 500 $. Il y a une trentaine de dépositaires partout sur le territoire. À demain.